1sur5.org. C'est un petit livre, vraiment, dont il faut parler. 1 sur 5, manifeste contre la pédocriminalité en France. Agissons ensemble, édition Télémac. Et c'est coécrit par Carl Zéro, que je ne présente plus, bonjour, par Oméra Cellier, qui lutte contre les violences faites aux enfants à travers l'association Innocence en danger qu'elle a fondée il y a 20 ans, et par Serge Garde. Et je vais lire le début de votre ouvrage. Un enfant sur 5 est victime de violences sexuelles en Europe. 1 sur 5, oui, vous avez bien lu, 20% de nos enfants sont victimes. Concrètement, cela signifie que dans chaque école, chaque classe, de 3 à 5 enfants ont été victimes au moins une fois de violences sexuelles. C'est la synthèse glaçante des études initiées par le Conseil de l'Europe. Selon les données disponibles, un enfant européen sur 5 aurait été victime de violences sexuelles sous une forme ou sous une autre. C'est terrifiant. Un chiffre qui date de 2016. Que personne n'a repris, aucun média, tout le monde s'en fout complètement. Il faut savoir qu'en 2007, la France avait signé la convention de Lanzarote, du nom de l'île espagnole où elle a été signée, avec tous les membres de l'Europe, les 47 pays signataires, et que cette convention demande à chaque pays de criminaliser la pédocriminalité, la pédophilie. Mais parce que c'est pas criminalisé. Non, ça ne l'est pas. Ça n'est pas. En France, c'est criminalisé. Non, ça passe en correctionnel. C'est pas un délit, ça passe pas au pénal. Et nous, on voudrait que ça passe au pénal, mais on nous dit c'est compliqué parce qu'il y a trop d'affaires au pénal. Vous violez un enfant, vous n'êtes pas aux assises. Vous violez un enfant, vous êtes en correctionnel. Ah, mais je vous assure que si. Non. La plupart, après. Non, mais là, Philippe Bilger, c'est pas possible. J'ai eu des affaires de viol d'enfants aux assises. Qui défendiez-vous? Procureur. Non, mais Philippe Bilger. Ah bon, alors ça va. Voilà. Non, mais bien sûr. Non, mais c'est ça que je comprends pas. Et alors, vous dites le viol est selon le code pénal un crime qui relève de la cour d'assises. Donc là, c'est sans ambiguïté. Mais vous dites en réalité, la grande majorité des plaintes pour viol est correctionnalisée. C'est ce que je vous dis. Alors ça, c'est la nuance. C'est autre chose. C'est autre chose. C'est correctionnalisé. Oui, mais parce que c'est la... Pourquoi elle est correctionnalisée, mais parce que, Philippe Bilger ? probablement, à tort ou à raison, on considère que si on envoyait toutes ces affaires aux assises, il y en aurait trop. Je veux dire, les assises... Ça, c'est pas une bonne raison. Mais c'est bien la preuve le cas. Et souvent le cas. Alors, c'est bien la preuve qu'on a un problème. Oui, c'est bien la preuve. C'est trop facile. Mais non, mais Karl, il arrive parfois que les victimes elles-mêmes, les familles des victimes souhaitent paradoxalement la correctionnalisation parce qu'elles sont sûres parfois de sanctions plus certaines qu'aux assises. Non, plus rapides. C'est-à-dire elles vont préférer que le violeur prenne 4 mois avec sursis et qu'on n'en parle plus, plutôt que comme il y a l'affaire Le Squarnec en ce moment. Oui. Le mec... il se retrouve, vous avez suivi cette histoire. Elle est invraisemblable. Bon, mais il va finir en prison toute sa vie. Il y a quand même derrière une deuxième affaire où il s'agit de 343 victimes. Bien sûr. Bon, mais par exemple, cet homme-là, il va finir en prison toute sa vie, Carl Zéro. Espérons-le, mais lui, il s'est fait choper. Pensez à tous ceux qui ne se font pas choper. Oui. Pourquoi on fait ce livre-là et pourquoi on propose 25 mesures dans ce manifeste? C'est pour qu'il y ait un vrai électrochoc. Quand il y a eu le problème de la sécurité routière en 72, à un moment, on a créé la sécurité routière puisqu'il y avait trop de morts sur les routes. On demande qu'on crée une espèce de sécurité des enfants. Bien sûr. Et c'est une cause, c'est un fléau. C'est un véritable fléau national. Il y a des mesures que vous proposez. Mais parmi les mesures phares, par exemple, pour sensibiliser peut-être l'opinion et prendre également des actions concrètes, quelles sont-elles? Je dirais déjà qu'il y a une véritable reconnaissance du viol sur enfant. Le code pénal est un peu flou. Il n'y a pas de définition du code du viol sur enfant. Et ça nous amène à la question... vous m'étonnez. Non, mais il n'y en a pas. Il n'y a pas. Sur les enfants, ça n'existe pas. Vous voyez, il y a eu le mouvement Balance ton porc, MeToo. Nous, on voudrait bien qu'aujourd'hui, à la suite, et qui a ouvert des portes quand même, qui a fait changer la société, et c'est formidable. On voudrait qu'il y ait la même chose pour les enfants, parce que les enfants, on n'en parle strictement jamais. On noie un peu le poisson comme si c'était gênant. C'est très emmerdant, évidemment. Ça fait pas les gros trites, c'est pas... Si, quand c'est le Squarnec, ça fait et puis ça peut... Mais le reste du temps, non. Bon. On dirait que c'est toujours des prédateurs isolés. Si c'est Fourniret, ça va, on va en parler. Mais quand ça se passe à l'intérieur des familles, quand dans l'affaire Le Squarnec, vous avez des gens, ils ont été violés, et ils ont oublié qu'ils ont été violés. Et comme Le Squarnec, il notait tout, il prenait des photos. Les gendarmes viennent chez les gens et leur disent « Vous avez été violé il y a 20 ans par le chirurgien. » Les gens tombent de l'armoire, c'est pas vrai. Dites-moi que c'est pas vrai. Mais si, c'est vrai, madame. Là, comment vous faites avec ça quand vous apprenez
que vous avez été violé. C'est ce qu'on appelle l'amnésie traumatique. On demande, vous me demandez les mesures, on demande la reconnaissance officielle de l'amnésie traumatique. Ouais. On demande de même qu'il y ait imprescriptibilité pour les crimes sexuels. Ça veut dire, aujourd'hui c'est 30 ans, on demande que ça soit totalement Qu'est-ce que vous en pensez, Philippe Bilger, vous qui êtes... Moi, je comprends l'extrême gravité de tout cela. Je ne suis pas fanatique à l'idée de changer en permanence les règles. Non, mais... On a réussi à le faire passer de 20 à 30 ans, on demande juste que ce soit pour toujours. Parce qu'un enfant violé, il prend perpète. Bien sûr, non, mais je sais. Toute sa vie va changer. Et derrière, même ses comportements dans la vie, même sa sexualité va changer. Bien sûr. Et quand, en plus, il y a eu amnésie, qui s'en souvient plus, et qu'on vient lui apprendre, et qui comprend que c'est pour ça que dans la vie, il a eu parfois lui-même des déviances. Ou même après, on a même le cas d'un gars, on lui a expliqué à cette personne, voilà, vous avez été violé. Ah, j'avais oublié, aucun souvenir. Eh ben, il a vu un expert et l'expert lui a dit, attention, vous êtes capable, à votre tour, de devenir un pédophile. Le mec, il est marié, il a 3 enfants, et maintenant, quand il marche dans la rue, il n'ose même pas regarder les enfants. On est chez les fous. Alors, donc, vous avez utilisé un mot... Non, mais Pascal, on a mis ça sous le tapis pendant combien d'années? Je suis d'accord avec vous. Les politiques, depuis 30 ans, ils font « Ah non, ça n'existe pas ». Mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que dans les années 70, un certain courant littéraire, intellectuel, on a vu des papiers ressortir au moment de l'affaire Matzneff, on a vu ce qu'écrivait Libération. Libération, d'ailleurs, s'en est expliqué depuis, mais c'est effrayant le courant des post-68, le courant post-68 avec des gens qui viennent même sur des plateaux de télévision expliquer que le contact avec des enfants peut être désirable, formidable, etc. Même une icône, et je ne les citerai pas. Une icône, moi je vais en citer une, et c'est une icône absolue, et ça me fait du mal de la citer, c'est Françoise Dolto. Et on mais incroyable, Françoise Dolto. Et elle dit qu'on ne peut pas parler de viol d'enfant. Mais c'est incroyable. Qu'un enfant est forcément... On l'avait cité, François. Mais c'est incroyable. On avait cité Françoise Dolto, vous vous souvenez, c'était le Canard enchaîné qui avait sorti les passages de Françoise Dolto. Je me souviens, d'ailleurs, si Marine Lançon on peut retrouver ce qu'elle avait dit, je pourrais le redire aujourd'hui, c'est formidable. Alors, en revanche, vous avez utilisé vous-même un mot, et vous dites qu'il ne faut pas l'utiliser dans votre, dans ce manifeste. J'ai dit pédophile. Oui, et vous écrivez page... Exactement. Vous avez tout à fait raison. C'est très intéressant parce que vous écrivez page 54, nous avons longtemps utilisé, comme tout le monde, le terme pédophile, sans y réfléchir. Étymologiquement, un pédophile, c'est quelqu'un qui aime les enfants, mais dans ces dossiers, on trouve de l'abus de pouvoir, de la possession, de la lâcheté, mais de l'amour, point. Nous choisissons de parler de pédocriminalité lorsqu'il y a eu un viol. C'est l'influence des années 70, de Dolto et de Cohn-Bendit qui m'a fait parler de pédophile. Mais c'est vrai qu'il ne faut plus utiliser ça. La vérité, c'est qu'on ne regarde pas sous l'angle du désir un enfant quand on est adulte, jamais. C'est ça la vérité. Mais c'est la règle. C'est la règle. Donc il n'y a pas de discussion là-dessus. Trop longtemps. Et donc maintenant... Parce que de dire on fait plaisir à l'enfant et ça, non. Évidemment, alors, en revanche, ce dont on ne s'interroge jamais, c'est qu'est-ce qui fait naître dans la tête d'un adulte le désir de posséder un enfant de 11 ans, 12 ans, 13 ans. Et moi, je n'ai pas la réponse à cette question. C'est une forme de déviance qui devrait être soignée. Or, ceux qui ont, par exemple, des pédophiles, pédocriminels qui sont jugés, ils ont une injonction de soins. Et en réalité, ils vont une fois par an voir un psy qui dit « Alors, mon vieux, toujours pédo ? Bah oui, j'ai du mal, alors j'essaye de regarder juste Internet. » C'est grotesque. On ne les soigne pas, on les livre à eux-mêmes. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Eh ben, il faut justement que ça soit une discipline qui soit enseignée non seulement dans les facultés de médecine, mais auprès des éducateurs, mais auprès des policiers, mais auprès des magistrats. Il faut qu'il y ait un électrochoc, quoi. Il faut que la société prenne conscience que ces enfants-là, c'est la future France. Si on fabrique comme ça indéfiniment des personnes qui après peuvent reproduire, je ne dis pas qu'elles reproduisent toutes, mais beaucoup reproduisent. Vous vous rendez compte de quelle France on va hériter? C'est tout milieu confondu. Il faut se réveiller maintenant. C'est tout milieu confondu. Bien sûr. Où il y a des milieux quand même qui... Non, il n'y a pas de répartition sociologique, si j'ose dire. Non, on dira que plus c'est haut, plus c'est couvert, et plus finalement ça sort jamais, et que plus c'est bas, plus ça sort. Il y a eu des affaires, le réseau d'Angers, ils n'étaient pas tous notaires ou avocats ou que sais-je encore, ou médecins, mais il y a d'autres affaires qui ont été couvertes. Et alors, ça pose le problème, parce qu'au-delà de l'inceste et tout, il y a le problème des réseaux pédocriminels. On nous a expliqué, nous, Serge Garde, Omer Assélier et moi, pendant 20 ans, ça n'existe pas les réseaux.
Et puis là, alors on a de la chance, si j'ose dire, arrive l'affaire Epstein. Et on ne peut pas nous dire, c'est pas un réseau. Ça, c'est un pur réseau. Puis alors là, ça touche très très haut. C'est pas le lumpenprolétariat, Pascal. On touche le prince Andrew, on touche Bill Clinton, c'est quand même peut-être même Trump. On touche très très haut. Là, avec pédocriminalité également. Bien entendu. Qu'est-ce qu'ils faisaient dans l'île de l'amour là-bas? C'était ça. Ils emmenaient des gamines. Souvenez-vous qu'il a été démontré que le Français, dans l'affaire Jean-Luc Brunel, a envoyé en cadeau à Epstein pour son anniversaire 3 fillettes françaises de 12 ans. La procureure des îles Vierges, où est située l'île de Epstein, elle fait une enquête quand les Américains disaient bon, il est mort. Elle a fait une enquête, elle a retrouvé des filles qui ont essayé de s'enfuir à la nage. Vous imaginez un peu? Et on en parle. Le Jean-Luc Brunel en question, il a été entendu? Non. Il y a 12 victimes françaises, elles ont porté plainte, prescription. C'est pour ça qu'il faut changer cette date de prescription. Mais la grande difficulté, c'est que les prédateurs, notamment dans le domaine intrafamilial, parviennent à persuader leurs victimes que le silence est préférable et même qu'ils leur font du bien. C'est tout à fait dramatique. Bien sûr, mais arrive un âge où l'enfant se rend compte, et même si c'est 30 ans plus tard, il faut que l'enfant puisse traduire en justice la personne. Najouel a été. Je suppose également, Monsieur Carling-Zéro, que vous évoquez la pédocriminalité sur le web, sur Internet, qui est un véritable fléau, puisqu'on a vu que pendant le confinement, il y a eu une explosion des échanges de contenus pédocriminels. Donc on sait qu'il y a des policiers qui traquent ces pédocriminels. Ils ne sont pas assez suffisants. Mais et vous avez aussi des groupes de citoyens qui s'y mettent aussi, mais ça gêne les enquêtes. Donc je pense que vous avez fait aussi des propositions en ce sens. Il ne faut pas jeter la pierre à ceux qu'on appelle les chasseurs de pédos. Les chasseurs de pédos sont des citoyens qui sont ulcérés et qui ont envie de faire coincer des pédophiles. Ça existe dans plein de pays, aux États-Unis, en Angleterre, en Australie, ça existe maintenant en France. Alors certes, ils peuvent gêner un peu aux entournures les enquêtes de police, mais en même temps, il n'y a pas tant d'enquêtes de police que ça, parce que vous savez bien, dans les commissariats, un dossier chasse l'autre, et il n'y a pas que des affaires non plus de pédocriminalité. Donc ceux-là, moi j'ai plutôt tendance à les soutenir, à dire ils font un bon travail. Parce que, en fait, comme les pouvoirs publics ne font rien, il faut bien que quelqu'un fasse quelque chose. Donc ils essayent... Les pouvoirs publics ne font rien. Ah non, ils font rien. Ils font rien. Ils ont une pauvre cellule Pharos. Alors de temps en temps, pour faire bien, ils en chopent une 60aine. Qu'est-ce qu'il advient d'eux? On ne le sait jamais. Alors, un tel 3 mois, l'autre 2 mois, toujours du sursis, tout va bien. Je promets de ne plus le faire, etc. L'ennui de ces trucs d'Internet, c'est que les enfants qu'on voit, c'est des vrais enfants. Oui. Bien souvent, ces mecs-là sont à la fois des prédateurs et des diffuseurs sur Internet. C'est-à-dire que sur Internet, on peut avoir accès à des images... Mais de viols, y compris de bébés, Pascal. C'est-à-dire que si on a accès en accès libre à ça. En accès, ou alors vous allez sur le Deep Web. Le dark Internet. Le Deep Web. Sur Tor, etc. Et évidemment, ces ordinateurs ne peuvent pas être contrôlés, sauf par perquisition, si on entre... Les flics arrivent à récupérer quelques adresses IP, mais bien souvent, c'est des adresses IP qui ont été, à l'aide de proxy, dématérialisées, placées en Russie, placées là. On sera avec Oméra Cellier, peut-être dans quelques instants. Oui, il faut. Oui, parce que... grande dame. Voilà, et elle pourra évoquer les propositions, les 25 mesures que vous imaginez. C'est un combat, j'ai envie de dire, essentiel dans nos sociétés. Donc si on peut accompagner, évidemment... Écoutez, il me semble que ça fait partie des priorités. Il y a une prise de conscience quand même. Il faut, oui, sur les femmes, il y en a eu une. Oui, d'ailleurs, c'est la question que je voulais poser. C'est toujours des hommes? Ah non, c'est pas toujours des hommes. Il y a aussi des cas où ce sont des femmes, mais c'est beaucoup moindre. Voilà, c'est essentiellement des hommes. C'est ça aussi qui est fascinant. Il faut la nature de l'homme. Nous, on voudrait arriver à... Les violeurs sont des hommes, quoi. C'est un fait. Alors, je veux bien qu'on m'explique que ce soit culturel. Il y a une culture du viol aussi, bien sûr. Oui, mais je pense que il y a quelque chose de l'ordre de la nature qui fait que les hommes, de ce point de vue-là, sont possiblement des violeurs et les femmes non. Pendant longtemps, il y a des hommes qui avaient tendance à rouler 10 fois trop vite sur la route, et à avoir l'impression d'avoir des grosses couilles parce qu'ils avaient une grosse bagnole. On va leur apprendre que quand il s'agit des enfants, ils n'ont pas des grosses couilles. Alors, il y a aussi un travail d'éducation, il y a un travail peut-être de sensibilisation, la publicité peut aider, des messages, etc. Et des lois. Oui, et puis à l'Assemblée, là, récemment, ils discutaient bien de l'accent gascon, l'accent corse, et ils font une loi là-dessus. Non, mais sans déconner, ils ont que ça à foutre. Et être
On peut faire une loi sur les enfants, et c'est être plus vigilant important. sur des comportements, des actes. Il y a des phrases qu'on peut répéter. Aucune plaisanterie n'est innocente à ces enfants lorsque ces enfants entendent des choses, etc. Que les enfants soient vigilants, qu'ils libèrent la parole, que l'éducation sexuelle soit reprise en main par l'école, parce que l'éducation sexuelle des gosses aujourd'hui, c'est d'aller regarder Pornhub oui, ou... mais là, qu'est-ce que sérieusement, je suis d'accord avec vous, mais qu'est-ce que vous pouvez faire avec des gosses de 12 ans qui ont accès à tout aujourd'hui? Eh bien, avec des gosses de 12 ans, vous commencez... Parce qu'ils en sont toujours au niveau... Oui, le petit papillon aime beaucoup la petite fleur et tout. Il faudrait peut-être leur dire, bon, tu as vu là la sodomie sur Pornhub, allez, on regarde la sodomie tous ensemble. Ils la regardent de toute façon. Eh bien ça, normalement, non, pas le premier jour, même pas le troisième. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme ça que ça marche. Vous pensez qu'il faut faire... Et surtout chez certaines... Je veux dire, vous pensez qu'à l'école, il faut arriver sur ce type mais ça, à 12 ans, 13 ans? C'est pas à 12 ans, il faut leur en parler à 5 ans, à 6 ans. De la sodomie? Mais ils commencent à regarder ça beaucoup plus tôt que tu crois. Non, pas à 5 ans. Mais bien sûr que si. En 2 clics. Mais ouvre les yeux. Je pense pas Les enfants de 25 ans, j'en sais rien. J'ai plus d'enfants de 5 ans chez moi. Mais je... Bientôt des petits. Je vous remercie. Je n'en ai pas encore l'âge. Je vais attendre. Oméra, peut-être Oméra Cellier qui est avec nous. Bonjour Madame Cellier. Ah, elle n'est pas avec nous, Madame Cellier. Elle est présidente de l'association Innocence en danger. Non, mais ce que vous dites est intéressant. Je ne sais pas si c'est... moi, j'ai une fille de 5 ans. Oui. Et je la sensibilise. Elle n'a pas accès à Internet comme le dit Carl Zéro. Par contre, je la sensibilise à cette question avec des mots. Je ne vais pas lui demander, mais je lui dis de faire attention, de ne pas parler à tout le monde, les gens qu'elle ne connaît pas. Donc je sensibilise avec des mots, non pas, comme vous l'évoquiez, voilà, des mots assez ils savent beaucoup assez plus forts, tôt. mais, non, mais ils savent je la sensibilise dès le plus jeune âge pour qu'elle soit en alerte. Mais il y a intérêt, on a changé d'époque. Avec Pascal, on lisait Paru à Hollywood en transpirant à l'époque. Non, mais c'est nous. Mais là, il n'y a pas que Internet. L'image de la... dans les parcs, vous savez, dans les parcs, moi, la nounou de ma fille a dit qu'il y avait des gens bizarres. Et donc évidemment qu'il y a des gens bizarres. Ma fille, dès 5 ans, à faire aussi attention. Et pendant le confinement, des tas de pédocriminels en profitaient pour donner rendez-vous aux gosses qui n'étaient même pas à l'école, le premier confinement. En disant salut, je m'appelle James, j'ai 14 ans, il a envoyé une photo. En fait, le mec en avait 58 et hop, il attrape la petite. On fait évidemment, on reviendra à la fin de l'émission, mais c'est important de parler de... Il faut dire qu'on a mis en ligne une pétition et qu'on a un site qui s'appelle 1sur5.org. Eh ben, écoutez, franchement... Ces pétitions, plus évidemment elle aura de signataires, plus on pourra se permettre d'aller tambouriner à la porte des élus. La dernière fois que vous avez interviewé un homme politique pour l'émission que vous faisiez sur Canal, c'était quand? Ça date de... J'ai arrêté en 2006, donc... C'est fou, hein. 2006, donc ça fait 14 ans. C'était très moderne, vos interviews à l'époque. Je tutoyais. Oui. Et surtout, je me mettais à la place du public. Oui. Je n'étais pas journaliste, je ne le suis toujours pas. Je suis curieux de nature, comme devraient l'être les journalistes. Mais j'essayais de parler au nom de tout le monde, de poser les questions que les gens se posent. Emmanuel Macron, par exemple, vous ne l'avez jamais interviewé? Non, il était trop jeune, il jouait à la Marelle encore. Et alors vous l'avez... Il était dans les jupes de Brigitte, si j'ose dire. Ça, oui, bon, on va peut-être pas aller sur ce terrain-là. Mais Oméra Cellier est présidente de l'association Innocence en danger. Bonjour Madame Cellier, c'est un combat, si on peut vous accompagner. Carl Zéro a été très efficace, très brillant dans sa démonstration, très surprenant aussi, parce qu'effectivement, ce chiffre d'un enfant sur 5 victime de violences sexuelles en Europe est juste effrayant. Moi, je voulais que vous me parliez des mesures proposées. Alors, vous proposez qu'on ajoute au code pénal une définition du viol sur mineur. Précisément, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que je suis déjà surpris que le code pénal ne réponde pas ou ne décrive pas précisément ce qu'est un viol sur mineur. Madame Cellier, bonjour. Bonjour. Écoutez, je suis aussi surprise que vous. Sachez juste pour votre information, par exemple, que l'inceste fait partie du code pénal français que depuis 2016. Après des années où un grand nombre d'associations se sont battues pour que cela fasse partie du code pénal. Alors, pour ce qui est la notion du viol de mineur, il faut savoir qu'en France, aujourd'hui, un mineur doit prouver qu'il ou elle n'était pas consentant du viol subi. Et ça, il faut que ce soit... c'est pas possible parce que sur le terrain... il y a très peu de condamnations. Sur le terrain, les victimes sortent des salles d'audience
complètement détruite. Et donc voilà, c'est une de nos demandes qui est très très légitime, croyez-moi. Alors Philippe Bilger, qui est ancien procureur, dit c'est pas vrai. Je n'ai, en tout cas aux assises, je n'ai jamais connu ce que Madame évoque. Un enfant n'a jamais eu à démontrer qu'il n'était pas consentant. Il y a des viols qui ont été lourdement condamnés précisément avec la circonstance aggravante du fait qu'ils avaient été commis par un ascendant. Donc, ce qui me surprend, c'est que j'ai entendu avec beaucoup d'intérêt ce que disait Carl Serrault, mais j'avais l'impression qu'il parlait d'une période qui ne correspondait pas à ce que moi-même j'ai vécu aux assises. Nous, on te parle de la période qui est maintenant, qui suit l'affaire d'Outreau. Il faut se rappeler que l'affaire d'Outreau, c'est la fin de la prise en compte de la parole des enfants. Quitte à tout dire, autant dire la réalité. C'est-à-dire qu'un gosse, maintenant, qui vient dire quelque chose, on lui dit « Ah, mais t'es sûr que t'as pas inventé ?» Alors, on connaît tous des enfants qui mentent, bien sûr, pour avoir un bonbon, pour cacher une connerie qu'ils ont fait. Par contre, un gosse qui arrive et qui dit « Ah, papa m'a mis son zizi dans les fesses », ça, un gosse n'invente pas ça, excuse-moi. Et donc, ce qu'on demande, en fait, et tu vas bondir de ton siège, c'est l'inversion de la charge de la preuve dans les affaires de pédocriminalité. C'est-à-dire que ça n'est pas à l'enfant de prouver. Ça n'est jamais à l'enfant. Mais très souvent, c'est parce qu'ils les écoutent plus, parce qu'on les met dans les pattes d'experts bidons, et que derrière, ils se retrouvent... Madame Cellier veut parler. Non, c'est pas que je veux parler. Je n'ai pas retenu le nom de la personne qui dit que ce que je dis n'est pas exact. Philippe Bilger, qui est magistrat honoraire et qui est président de l'Institut de la Parole et qui a été procureur de nombreuses années. Durant plus de 20 ans, un certain nombre d'affaires criminelles. Je ne remets pas du tout en cause votre position et votre parole et vos 20 ans. Et je vous prie de ne pas remettre en cause ce que je dis. Je n'ai aucun intérêt, croyez-moi. Je suis bénévole. J'ai une association. On est sur le terrain au quotidien. Je n'ai absolument aucun intérêt de dire quelque chose comme ça en l'air. On est devant les tribunaux au quotidien. Et ce que Carl dit, ce que je dis, c'est simplement que la preuve de charge doit être renversée et ne pas être sur le dos de l'enfant. Ce qui est le cas aujourd'hui, croyez-moi. Si vous voulez, je vais chercher sur Internet en attendant des décisions de justice très récentes pour vous prouver que je ne dis pas n'importe quoi. Non, je ne me serais pas permis de dire ça, mais en ce qui concerne cette pédocriminalité, ou même lorsqu'elle va devant les tribunaux correctionnels, ça n'est pas à l'enfant de faire la preuve du fait qu'il a été victime. Il n'y a absolument... Alors peut-être qu'il y a quelques décisions aberrantes qui vont dans votre sens, mais en général, ça n'est pas le cas. Eh bien, Philippe, c'est pas du tout le sentiment qu'on a, nous, parce qu'on traite ça au quotidien. Oui, c'est intéressant. Votre débat est intéressant parce que chacun est de bonne foi, et c'est ce que j'entends, mais a une vision divergente. En général, c'est aussi bien l'accusé en cour d'assises que le prévenu en correctionnel qui cherche à prétendre que l'enfant était consentant, ce qui est totalement différent, évidemment. Bon. Je ne sais pas si Gérard Leclerc a un avis sur ce sujet. Donc parmi... L'avis est simple, c'est qu'il y a 30 ans, on n'en parlait pas du tout, parce qu'il faut aussi le préciser. Souvent, malheureusement, ce sont des affaires intrafamiliales. Mais oui, parce que là, par exemple, c'est vrai que depuis l'inceste, c'est depuis 2016, donc, Philippe Bilger... Tout le monde avait intérêt à étouffer le truc. Philippe Bilger, parce qu'il y avait une espèce de honte, etc. Enfin, moi, c'est-à-dire que vous, par exemple, vous n'avez jamais eu à juger une affaire d'inceste, puisque l'inceste n'est dans le code pénal que depuis 2016. Dit Madame Cellier. Si, Jean. Mais ça, j'ai pas. Mais pourquoi, Madame Cellier, j'ai pas compris précisément ce que vous avez voulu dire. L'inceste n'existait pas dans le code pénal avant 2016. L'inceste en tant que tel, l'inceste, c'est intrafamilial. Et il est très difficile de supposer qu'un enfant qui vit dans le même cadre qu'un père ou un oncle ou un grand-père et qui subit des viols, des viols d'inceste, soit jugé, que l'affaire soit jugée de la même manière qu'un enfant qui a subi un viol, par exemple à l'école. Même si les deux cas sont graves, l'enfant qui est violé dans son foyer n'a aucun recours. Donc il fallait que l'inceste soit en tant que tel dans le code pénal, et je peux vous dire que c'est dans le code pénal français depuis 2016.
Philippe Bilger? C'est ça qui Alors, moi, m'étonne. Je ne veux pas donner l'impression en permanence de battre en brèche un combat qui est totalement légitime, mais j'ai connu des affaires, des incestes intrafamiliaux bien avant 2016. Non, alors, si il faut dire un mot peut-être pour conclure, je sais pas, c'est que dans beaucoup d'affaires aussi, il y a juste l'omerta. Si on prend l'affaire, si on revient à l'actu et l'affaire Le Squarnec, ce qui est jugé en ce moment, c'est pas les 343 enfants qui ont été touchés au moment d'opération, etc., parce que lui, c'était vraiment un grand vicieux, un grand pervers. C'est ces deux nièces. Ces deux nièces, pendant 10 ans, se sont fait violer par ce type. Elles l'ont dit à leur maman, qui était la sœur de Le Squarnec. Elle a rien fait du tout. Bien sûr. Ah oui, ça c'est... C'est l'omerta, bien sûr. De 3 à 14 ans. Et Bien quand, sûr. et Et quand c'est l'omerta, bien sûr. elles ont fini d'elles-mêmes Bien à sûr. se dire, bon, ça doit être normal. Mais bien sûr. Ce qu'il faut, c'est faire rentrer dans la tête des gosses que ça n'est pas normal. Parce qu'effectivement, C'est pas normal. Combien de mères ont dû taire les agissements de leur mari bien pour sûr. protéger Bien sûr. la famille, protéger du Mère qui, scandale, bien protéger souvent- non, de... mais attends. J'imagine que ça s'est passé dans des Pascal, familles françaises et mère qui qu'elles bien ont souvent manqué de... avait été elle-même abusée enfant. Bien sûr. Et ainsi de suite. Il y Bien a, sûr. il y a des traditions familiales. Mais bien sûr. Et ça, Mais je si suis on crie d'accord pas avec très vous. fort, qui va l'entendre? Mais et on a tous des anecdotes de ce type Mais bien terrifiantes sûr. où des gens de 50 ans t'expliquent tout d'un coup dans un dîner Voilà. qu'un soir, leur père, et que la mère était... alors, parfois, on n'est pas allé jusqu'au viol, bien évidemment, mais je pense précisément à un cas où la fille t'explique que son père a eu des agissements qu'elle n'avait, à l'époque, 11 ans, 12 ans, évidemment pas identifiés, que manifestement la mère était au courant, que ça se passait dans des familles extrêmement respectables, et qu'on n'est pas allé, évidemment, jusqu'au viol, mais que tout ça a été mis sous le tapis. Mais 50 ans ou 55 ans plus tard, la femme qui en parle avec des trémolos dans la voix, et c'est une blessure à jamais. Combien de fois jamais. c'était un moyen de garder le mari à la maison? Bien sûr, à jamais. Et c'est ça qui est... Parce que souvenez-vous- d'abord, on ne comprend pas, le père est mort évidemment depuis, etc. Et c'est un traumatisme. Et souvenez-vous de Un la enfant terrible... abusé, c'est perpète. Oui. Ouais. Perpète. Ouais. Mais souvenez-vous aussi de la terrible chanson de Barbara. Moi, tous ces Oui, que chants- j'avais pas compris à l'époque. L'aigle noir. Moi non plus, j'avais Mais moi, pas j'ai compris. l'aigle noir, moi, j'avais pas. J'ai compris parce qu'on me l'a Plus tard. expliqué comme Exactement, ça. Elle est terrible, cette Bien, elle est, exactement. Son père l'avait abusée violé. d'elle. L'avais violé. Je vais remercier. C'est un sujet vraiment très très grave, Madame Cellier, Oméra Cellier. Je vous remercie vraiment. Vous êtes présidente de l'association Innocence en danger. Merci. Et puis si on peut évidemment vous réinviter, pourquoi pas, pour parler de nouveau de ce sujet. Il nous reste